Dès 1995, l'Automobile Club de Monaco s'est engagé dans la construction d'un sport automobile plus durable et plus responsable. Avec 5 étapes au programme et près de 1000 km à parcourir, 19 constructeurs automobiles, 36 modèles représentant au total 120 participants de 15 nationalités. Un niveau d'engagement sans précédent qui s'inscrit comme l'épreuve internationale de référence de la Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2023. Ce mercredi, depuis tôt le matin jusqu'à la mi-journée, vérifications techniques et administratives qui permettront de confirmer la liste des partants publiée avant le départ officiel qui aura lieu dans quelques heures. Avec cette année encore, un parcours inédit. On part de Monaco, on reste à Monaco pendant les 4 jours et on tourne autour de Monaco. On fait ça un petit peu pour programmer les parkings et les recharges qui sont à Monaco et permettre justement de faire voir que Monaco, au niveau charge électrique, nous sommes déjà bien positionnés. Au cœur des structures du circuit de Monaco, entreposées sur le site de la Brasca, les concurrents ont débuté leur aventure dans une ambiance de rentrée que les amateurs de rallye connaissent bien et qui lance doucement le processus qui va emmener les équipages vers des sommets de compétitivité et d'émotion, avec un rallye nouvelle formule se déroulant à parcours secret. On a changé la formule parce que beaucoup d'équipages se plaignaient que les copilotes n'avaient pas de travail. Donc là, ils vont découvrir le parcours 1 heure avant de partir. Donc ça va leur donner du travail. On aura reconnu au détour de ces premières images l'ancien pilote de Formule 1 Stefano Modena, mais aussi le champion d'Europe des rallyes 2003 Bruno Thierry, qui malgré sa grande expérience aborde les choses avec un esprit de découverte. Je vais essayer de rester humble parce que c'est vraiment une discipline vraiment bien à part. Je pense que 80% du boulot, ça va être le copilote qui va devoir gérer la situation et il restera un petit peu de conduite si c'est nécessaire. Cette 7e édition du e-Rally Monte-Carlo s'annonce inédite à tout point de vue. Tout d'abord, donc, avec la perception des roadbooks 1 heure avant le départ officiel de la journée. Les équipes n'ont aucune idée du programme, pas de repérage ni de reconnaissance possible. Voilà qui ajoute du sel au déroulement de ces prochaines heures. Ainsi, et pour la première fois, l'ensemble des concurrents s'élancera depuis la principauté de Monaco et sa légendaire place du Casino. Tous les anciens vainqueurs de l'épreuve sont engagés cette année, ainsi que le top 3 de la Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2023. Premières impressions dans l'ordre du classement mondial provisoire. Ce e-Rally Monte-Carlo est vraiment très important pour nous. Nous sommes là pour la 4e fois. Et là, les règles ont un petit peu changé. Ça va de toute façon rester glissant, il pleut, et nous sommes vraiment impatients de prendre le départ. Il faudra rester concentré au maximum car le championnat ne se termine pas dimanche mais dans les Dolomites au mois de novembre et nous voulons rester en lice le plus longtemps possible. C'est un rallye qui peut être décisif car il y a énormément de concurrents, beaucoup de participants de haut niveau. L'année dernière, nous avions terminé 2e et c'est donc à notre tour de gagner cette année. On l'a dit, les vainqueurs des 6 éditions de l'e-Rally Monte-Carlo sont présents au départ, à commencer par le tenant du titre, Jacques Pastor, sur cette Kia e-Niro aux côtés de Fulvio Gazzola. Vainqueurs 2021, Frédéric Lancio et Nicolas Buot s'alignent cette année sur une Volkswagen ID3. Frédéric et Marjorie Ozon sur cette Tesla 3 l'avaient emporté en terre monégasque en 2019. « 2018 avait été l'année d'Alexandre Stricher, cette année avec une Tesla 3. Une Tesla aussi pour Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel, vainqueurs de l'édition 2017 du e-Rally Monte-Carlo.
Et en remontant aux sources de l'épreuve, le premier vainqueur en 2016, Arthur Prusak, qui copilote aujourd'hui son ancien adversaire Guido Guerini, tous deux figurant actuellement à la 2e place du classement mondial 2023. 3 spéciales mythiques au programme de cette première étape. Dès 14h dans l'après-midi, les équipages ont mis le cap sur l'arrière-pays niçois et le légendaire col de Turini. Près de 63 km chronométrés à parcourir. Premier rendez-vous entre Lucéram et Lantosque en passant par le col Saint-Roch, 19 km 700 qui constitue la première zone compétitive. Grands amateurs de rallyes électriques et de rallyes en général, les Belges ont démarré en trombe cette 7e édition. L'équipage composé d'Éric Cunin et Alexandre Peters, embarqué dans une Volkswagen ID3, a été le meilleur entre Lucéram et Lantosque. La spéciale de régularité numéro 2 a lieu entre la Bolène-Vésubie et Peracava sur un parcours de 18 km 106 via le fameux col de Turini, haut lieu du WRC depuis des décennies. Le premier doublé belge de ce 7e e-rallye Monte-Carlo, puisque derrière Bernard Haine et Valérie Piette, Jean-François Devilliers et Éric Chapa, 2 autres membres éminents du Belgian Volkswagen Club, ont hissé leur IDA GTX au 2e rang. Direction la spéciale de régularité numéro 3 entre la Cabanette et le col de Castillon, qui totalise 24 km 677, la plus longue zone de régularité au menu de cet après-midi. Et comme dans les 2 précédentes, les Belges ont frôlé la victoire et un triplé Made in Bruxelles même a été empêché de justesse par une Tesla. Le Belgian Volkswagen Club qui brille depuis le début de cette étape et qui rappelle à Bruno Thierry ses débuts en rallye mondiaux. Grâce au VE Club, j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier et j'avais mes premières rémunérations en tant que pilote officiel. Donc c'est un petit peu une belle histoire entre guillemets, autant d'années après de se retrouver de nouveau sous les couleurs du Belgian VE Club. Le Belgian Volkswagen Club, une formation animée par le pilote de cette ID4, Antoine Deschamps, qui est tombé amoureux de l'épreuve monégasque lors de sa première participation il y a 2 ans au volant d'une Renault Zoé. Directement après cette expérience du premier rallye de Monte-Carlo en 2021, j'ai raconté mon histoire. C'est pas du tout le sport, c'est raconter une belle histoire. Et cette histoire a beaucoup plu. L'année dernière, je suis venu déjà avec 4 voitures au nom de Volkswagen Belgique, ici au e-rallye Monte-Carlo. L'usine a entendu l'histoire, donc l'importateur belge a expliqué à l'usine à Wolfsburg en Allemagne cette histoire du e-rallye. Nous avons organisé, grâce à Volkswagen Belgique, le premier éco-rallye belge. Alors je ne vais pas vous cacher que le e-rallye Monte-Carlo, c'est la plus belle vitrine dans le sport automobile, dans la compétition automobile. C'est une occasion unique. L'année dernière, on était en avant-première avec le Buzz qui n'avait jamais roulé en France. Et cette fois-ci, on se retrouve avec la 3, la 4, la 5, la Buzz et l'ID7 qui fait sa grande rentrée en Europe parce qu'on peut la commander, on ne peut pas encore la voir dans les showrooms. Elle est là au départ. Parmi les fidèles de cette compétition, Denis Caro et Virginie Decorte ont été les plus malchanceux, puisque la journaliste de Radio Vinci Autoroute a dû déclarer forfait avant le départ et remplacé au pied levé par Serge Pastor, un habitué du rallye, lui-même tombé malade lors de cette première journée. La BMW numéro 17 a donc dû abandonner avant même le retour vers Monaco. Il a fallu attendre la 3e et dernière épreuve spéciale de cette journée d'ouverture pour voir une Tesla aux avant-postes, celle de Gauthier Philippon et Henrik Martin, engagés par le Tesla Owner Club France, qui s'est montrée la meilleure. De retour vers Monaco, ce sont donc les premiers vainqueurs du jour, régulièrement aux avant-postes, Éric Cunin et Alexandre Peters, à bord d'une Volkswagen ID3, qui mène le classement général avant le contrôle horaire sur l'esplanade des pêcheurs. Le réseau Monaco On, partenaire important du 7e e-rallye Monte-Carlo, met à disposition plus de 300 bornes réparties sur 13 zones de charge dans l'ensemble de la principauté, ce qui permet aux concurrents de faire le plein d'énergie avant de rentrer au parc fermé sur les terrasses du soleil. Bonne nuit, oui.
Jeudi, départ de la deuxième étape. 3 spéciales de régularité sont à parcourir lors de cette journée. En tête du classement général provisoire, tous ont évidemment pour objectif d'aller déboulonner Eric Cunin et Alexandre Peters de leur première place. La première spéciale du jour, la 4e du rallye, a lieu entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Beuil, sur une distance de 21 km 553. Elle passe par le village de Roubion et le col de la Couillole, qui culmine à 1678 mètres. Le tout sous la pluie et donc sur une route humide, ce qui rend l'exercice de la régularité encore plus délicat, a fortiori sur les routes vallonnées et sinueuses. C'est un équipage très expérimenté qui se montre le plus régulier, celui de la Kia Iniro, portant le numéro 2, Guido Guerini et Arthur Prusak, le duo italo-polonais qui a été le plus efficace dans ces conditions délicates. On se retrouve ensuite vers les 13 km 75 de la spéciale de régularité numéro 5, Valberg-Guillaume, disputée en milieu de matinée. Un démarrage en altitude depuis la station de sport d'hiver pour descendre plus bas dans la vallée avec par endroits des successions d'épingles comme ici dans le tronçon entre Valberg et Péonne. Il s'était fait remarquer la veille, première victoire de cette 7e édition pour l'équipage français Jérôme Aymar et Christophe Marquez dans leur Nissan Ariya aux couleurs du réseau de recharge e-born. Voilà de quoi alimenter les conversations au contrôle horaire de Puget-Théniers où les concurrents sont regroupés pour une pause de quelques minutes. On en profite aussi pour faire le point sur la découverte du rallye à parcours secret, plutôt bien accueilli par l'ensemble du plateau. Les quelques facilités qu'on pouvait avoir en faisant des recos et en calant nos appareils à l'avance, eh bien on les a pas cette année. Alors pour nous, ça c'est pas formidable parce qu'on a de moins bons résultats que l'an dernier. Avant on parlait tout le temps de recharge, tout le monde cherchait des recharges partout. Aujourd'hui, j'en entends plus parler. On est plus sur le sportif. Pour le copilote, ça veut dire beaucoup de travail en un temps très court, juste avant le départ. Et puis ça a un côté aussi très sympa, je trouve, parce qu'on retrouve l'adrénaline en fait du copilote qui est obligé d'anticiper pendant même la spéciale les changements de trajectoire, les changements de vitesse. Je trouve que ça a un côté vraiment sympa. On revient au premier rallye. Le matin, on court vite préparer un tracé pour pouvoir l'injecter dans le GPS pour se guider pour la journée. Et après, tout le jeu de saisie des moyennes, les changements de moyenne aussi. En cours de parcours, donc ouais, ça met plus d'enjeux et plus de boulot pour le copilote, moins de temps de profiter des paysages. Il reste à parcourir une spéciale de régularité avant de prendre la direction de Monaco pour clore la journée. Un peu moins de 11 km entre Ascross et Toudon qui constitue donc le parcours de la 6e zone de régularité. Pas de difficultés majeures dans les conditions météo qui se sont nettement améliorées. L'occasion de saluer la fidélité et la persévérance du NASA, le Nevers Automobile Sport Association, qui s'est mise en orbite depuis la création du e-rallye Monte-Carlo et n'a loupé aucune édition. Un contingent fort de 5 voitures cette année qui symbolise l'esprit à la fois compétitif et convivial qui anime les concurrents de ce 7e e-rallye Monte-Carlo. En attendant, dans cette SR6, c'est un des équipages vedettes, les Espagnols Eneco Condé et Lucas Cerniese, qui sortent du bois aux commandes de leur Kia Iniro. Partis discrètement mais omniprésents dans le top 5 depuis le départ, ils remportent leur première spéciale au terme de cette deuxième étape et prennent également les commandes du classement général. De retour sur l'esplanade des pêcheurs dans le port de Monaco, c'est la Tesla de Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel qui occupe la deuxième place devant la Nissan Ariya de Jérôme Aymar et Christophe Marquez. Un équipage expérimenté qui apprécie l'évolution du rallye électrique. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on rentre enfin dans une ère où l'électrique c'est bien, de se coller à des roadbooks, on va dire entre guillemets WRC, rallye, le vrai rallye.
Ça permet d'avoir une vision un peu différente d'une lecture de roadbook comme une liste à une époque. Là maintenant on est vraiment avec un vrai roadbook. Le lendemain matin, la pluie et le vent s'invitent dans le déroulement du e-rallye et plus encore sur les reliefs de l'arrière-pays. La préfecture des Alpes-Maritimes et le gouvernement princier de Monaco émettent un avis d'alerte rouge pluie et inondation et dans la foulée, la direction de course décide de mettre en place plusieurs mesures afin de garantir la sécurité des concurrents et l'équité sportive de l'épreuve. Nous avons dû donc prendre certaines décisions en annulant les spéciales du matin puisqu'on devait partir à 8h. On a donc décidé de partir vers les 11h30 en admettant que cette heure était favorable à une possibilité d'aller dans l'arrière-pays sur Puget-Théniers. Direction directement Puget-Théniers pour un contrôle horaire qui permet de regrouper les équipages vers les deux secteurs de la journée. C'est la 9e spéciale qui ouvre le roadbook, avec 13 km entre La Penne et Cigales. Évidemment, comme la veille, les conditions de route sont compliquées et mettent l'exercice de la régularité au niveau expert. À bord de leur Kia e-Niro, les leaders du classement général, sans confort pour l'instant, restent parmi les valeurs sûres. Les Espagnols Eneco Condé et Lucas Cerniese, vainqueurs de la Bridgestone Eco Rally Cup en 2022. Bien sûr, Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel, anciens lauréats de l'épreuve en 2017, se mêlent au débat en tête de la course et deviennent petit à petit les principaux animateurs de cette lutte pour la victoire. Une lutte à laquelle la Kia numéro 2 de Guido Guerini et Arthur Prusak, en embuscade, viendra peut-être se mêler avant la fin de l'épreuve. En attendant, ce sont les Belges Bernard Haine et Valérie Piet sur une ID3 qui sont les plus réguliers sur ce parcours. 2e victoire en spécial pour le duo et 3e succès pour Volkswagen depuis le début du rallye. Un peu plus de 13 km encore avant de rentrer sur la Principauté au départ de Conségude vers Bouillon, qui sera le point final de cette 10e spéciale de régularité. Les conditions météo s'améliorent petit à petit, le ciel s'éclaircit au fil des minutes, même si les routes restent humides, voire détrempées par endroits. Un nouvel équipage a rejoint le palmarès des victoires en spéciale de régularité dans ce 7e e-rallye Monte-Carlo. Raoul Fesquet et Yorick Morel à bord de la Tesla Model 3, portant les couleurs du Tesla Owners Club et le numéro 37. Enfin, pour que le bilan de cette 3e journée tronquée soit complet, il faut ajouter que les Espagnols Eneco Condé et Lucas Cerniese, sur une Kia e-Niro, ont assuré la 6e place de cette SR10, ce qui leur permet de reprendre les commandes du rallye au duo Malga-Bonnel. C'est sous le soleil de Monaco que les équipes rejoignent le dernier pointage et le parc fermé en début de soirée. C'est la 4e étape qui se profile à l'horizon. Pas forcément plus simple, car elle comporte la plus longue spéciale depuis le départ de ce 7e e-rallye Monte-Carlo. Dès 8h ce matin, les bien nommés Terrasses du Soleil s'animent. Les équipages un à un sortent du parc pour se diriger vers l'est. Du jamais vu sur le e-rallye puisque les 3 premières spéciales de la journée se dérouleront de l'autre côté de la frontière, en Italie. 11e spéciale de régularité entre San Remo et San Romolo, un peu moins de 10 km avec le soleil rasant de cette matinée automnale qui vient troubler les repères. Un clin d'œil aux routes ardéchoises fréquentées les années précédentes, où les bocs de châtaigne et les feuilles mortes en tapis venaient comme ici compliquer la tâche des pilotes. Avec le numéro 44, la Hyundai Kona des Tchèques Pavel Baron et Martin Ruby s'impose à la concurrence et offre sa première victoire de spéciale 2023 à la marque coréenne. Coup de force au général pour Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel qui reprennent d'un seul coup 100 points sur les leaders et s'emparent à nouveau de la tête de la course. Changement de décor sur les kilomètres suivants, on s'enfonce dans les terres et sous les feuillages dans le 12e chrono entre San Romolo et Passo Quimbegna à près de 1000 mètres d'altitude. C'est l'équipage Raoul Fesquet et Yorick Muller dans une Tesla Model 3 qui signe sa 2e victoire en 2 jours. Autre constat sur ces 10 km 564, un resserrement des positions en tête du classement général et le retour aux affaires de Guido Guerini et Arthur Prusak sur une Kia e-Niro.
Pour finir en beauté cette matinée italienne, la troisième portion de régularité au menu était beaucoup plus longue, disputée sur 28 km 925 entre le Passo Ghindegna et le petit village de Pigna, avec un passage à près de 1600 mètres d'altitude au Monte Ceppo. La moyenne horaire sur cette SR13 a été réduite juste avant le départ à 31 km/h par la direction de course, mais pour certains concurrents cela n'a pas suffi, d'où de lourdes pénalités en fin de boucle. L'occasion de découvrir la BYD Han engagée par Piotr Mosson et Étienne Forlet. BYD est un des plus importants vendeurs de véhicules électriques en Chine, quasi inconnu en Europe, mais c'est a priori très provisoire. C'est un véhicule 100% électrique, 4 roues motrices, une batterie de 88 kWh, donc assez importante. Et on a une autonomie affichée quand on part d'environ 540 km théorique, une autonomie très confortable sur ce type de rallye. Une bonne nouvelle sur ces terres nationales, c'est le retour de Stefano Modena. L'ancien pilote de Formule 1 avait été privé des premières étapes en raison de problèmes techniques sur sa voiture. Il a été autorisé à parcourir les dernières spéciales et personne ne s'en plaindra, car à présent sa Fisker Ocean tourne comme une horloge. Ce sont deux citoyens belges qui se distinguent dans cette SR13, Jean-François de Villers et Éric Chapa, aux commandes d'une ID4 GTX, engagée par le Belgian Volkswagen Club. Cela fait donc 4 victoires pour la Belgique depuis mercredi, dont 3 pour ce petit club très performant. À la 3e place, Guido Guerini, copiloté par Arthur Prusak dans une Kia Niro, cumule moins de pénalités que ses adversaires directs. Il passe donc en tête du classement général devant Didier Malga et Eneko Condé avant la dernière soirée. Guerini avait donc de bonnes raisons de profiter sereinement de la pause de midi à Dolce Acqua, un clin d'œil souhaité par l'Automobile Club de Monaco pour célébrer le jumelage entre la commune italienne et la principauté. 5 siècles jour pour jour après la prestation de serment de fidélité des syndics de Dolce Acqua au seigneur de Monaco. Au cœur de ce village dont le maire n'est autre que Fulvio Gazzola, qui a remporté l'an dernier le 6e e-rallye Monte Carlo. C'est un événement historique pour Dolce Acqua, car nous savons ce que peut nous apporter un jumelage avec la principauté de Monaco. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir une course internationale très importante qui nous aide à promouvoir Dolce Acqua dans le monde. Avec en plus une relation d'amitié avec la principauté, comme aujourd'hui l'Automobile Club. C'est un grand honneur. Amitiés internationales encore autour de la participation de cette Toyota BZ4X, premier SUV électrique de la marque, confié à l'équipage de la direction de l'aménagement et de l'urbanisme de Monaco au sein du team Dag et Monégu. Le directeur général des projets motorsport du Toyota Gazoo Racing, Tepei Ojo, a fait lui-même le déplacement pour suivre ses évolutions aux mains d'Olivier Perron et Damien Viola. Après cette escapade transalpine, retour à Monaco pour une pause qui permettra aux hommes et aux machines de rassembler leurs énergies pour la prochaine étape qui va s'enchaîner dans le fil de cette journée. 2 spéciales de régularité vers les sommets dans le secteur du fameux col de Turini. Une étape dont le départ aura lieu de nuit et qui sera sans doute décisive dans l'attribution de la victoire pour cette 7e édition du e-rallye Monte Carlo. La 14e spéciale de régularité est disputée à partir de 22h entre Coaraz et la Cabanette sur une distance de 15 km. Un secteur qui n'est pas sans rappeler les épreuves du WRC, tout comme le suivant d'ailleurs tracé entre le col de Turini et Sospel sur un peu moins de 20 km. C'est ici que tout va se jouer au terme de ces 5 étapes. La lutte pour la tête du classement général reprend de plus belle entre les 3 équipages qui animent la course aux avant-postes depuis 2 jours. Elles avaient signé une 2e place l'an dernier, avec le numéro 34 cette année, Karel Koliber et Nathalie Binden au volant d'une Lexus RZ aux couleurs de l'équipe Dag et Monégu et de la direction de l'aménagement et de l'urbanisme de Monaco, remportent le classement féminin du rallye.
C'est la descente aux enfers pour Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel qui pointent 34e puis 32e dans ces deux spéciales. Parti deuxième de Monaco, ils perdent pied au classement général. Mauvaise affaire à la Coupe du Monde pour les Tchèques Michal Zdarski et Jakub Nabelek, dont la Hyundai Kona termine certes à une honorable 5e place, mais derrière leurs principaux adversaires, ce qui va les obliger à cravacher sur la dernière épreuve inscrite au calendrier de la FIA. Engagée sous la bannière du team Iborn, la Nissan Ariya de Jérôme Aymar et Christophe Marquez pointe à la 4e place finale, avec à leur tableau de chasse une victoire en spécial. C'est un équipage belge qui monte sur la 3e marche du podium, Bernard Haine et Valérie Piet dans leur ID3 engagé par le Belgian Volkswagen Club, une belle récompense pour la Belgique qui a marqué de son empreinte cette 7e édition avec 5 victoires en spécial. Deuxième au final, Guido Guerini et Arthur Prusak placent encore leur Kia e-Niro parmi les meilleurs au terme de cette 7e édition et conservent leur chance dans la course au titre mondial. Avec une victoire et une 2e place dans les 2 dernières spéciales du rallye, les Espagnols Eneco Condé et Lucas Arniez confirment qu'ils méritent bien le numéro 1 sur leur portière. Ils ont attendu les dernières minutes pour abattre leur carte et remportent la victoire finale à Monaco, dans des conditions vraiment difficiles pour le pilote de la Kia e-Niro numéro 1. Incroyable. J'ai passé la nuit de mardi à mercredi dans la chambre de mon hôtel avec un problème de santé. Le médecin a dû intervenir. Je pensais ne pas pouvoir finir le rallye. Ça a été incroyable de pouvoir le disputer et surtout de surmonter la dernière étape du Turini. Et finalement remonter au classement et pouvoir remporter le rallye. Condé et Guerini viennent à présent talonner le leader Michel Zdarski à 2 et 4 points au classement de la Coupe du Monde de la FIA. Reste à procéder à la traditionnelle et prestigieuse remise des prix de ce 7e e-Rallye Monte-Carlo au sein du non moins prestigieux Yacht Club de Monaco. Une cérémonie qui viendra récompenser la ténacité et la sportivité des équipages, car au-delà du résultat sportif, des chiffres et des classements, ce qui a contribué à construire le mythe de cette épreuve, c'est bien l'aventure humaine qu'elle constitue pour les concurrents, les assistances, les commissaires de course et les organisateurs. Tous ceux qui ont sans doute déjà pris rendez-vous en octobre 2024 pour la 8e édition du e-Rallye Monte-Carlo.